Bonjour à tous et à toutes, on est parti pour, comme tous les mercredis matins, le SOS S comme c'est. J'ai bien peur que l'image soit inversée chez vous, vous me dites si c'est le cas ou pas. Donc il est mercredi, on est 9h30, bienvenue chez S comme c'est, moi c'est Sandrine Donzel. Et on est parti pour le rendez-vous du SOS S comme c'est. Alors j'en profite pour rappeler simplement comment fonctionne ce rendez-vous. Vous m'envoyez des questions, elles sont ici, toutes vos questions. Qu'est-ce que je fais? Tout à l'heure, dans quelques secondes, je vais tirer au sort la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Et puis, je me donne 10-15 minutes pour y apporter une réponse ou en tout cas des éléments de réponse. Je vous laisse attraper votre café, vous installer confortablement devant votre écran et zou, c'est parti pour le SOS S comme c'est de cette semaine. Allez, un petit café. J'attends que vous arriviez. J'en profite autour du café pour vous rappeler quelque chose de très important. Comment ça fonctionne le SOS comme c'est. Donc vous m'envoyez des questions, les liens sont dans la description de la vidéo, seront dans la description de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message sur la page Facebook ou un mail évidemment pour me poser vos questions. Je reprécise ça dans la description de la vidéo. Vous pouvez trouver après le SOS comme c'est tout un tas de ressources complémentaires sur le blog.scomc.fr, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour après cette vidéo. Vous pouvez aussi, qu'est-ce que je vais dire, vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, évidemment, la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter parce que tous les lundis matins, vous allez recevoir des infos complémentaires. Alors, c'est parti, je tire au sort parmi toutes ces questions qui m'ont été envoyées. Donc, voici la question du jour. Je déplie le petit papier. Oula, oui, c'est une question assez complète. Donc, on voit que je commence à vieillir parce que je commence à devoir pousser un petit peu le papier. Alors, la question est la suivante. Comment savoir si le comportement de mon enfant nécessite la médiation d'un professionnel ou si cela fait partie de son développement? Il me semble avoir toujours eu des problèmes relationnels avec mon fils aîné de 7 ans, notamment depuis la naissance de son petit frère de 4 ans et demi, voire un peu avant. Depuis ma deuxième grossesse, mon fils peut rentrer dans de très très grosses colères. Excusez-moi. Mon fils peut rentrer dans de très très grosses colères impressionnantes qui peuvent durer très longtemps. Que son père et moi ne savons pas toujours accueillir. La violence, les insultes qui accompagnent ces colères nous sont tantôt insupportables, tantôt acceptables. Notre comportement face à ces colères n'est donc pas toujours égal. Notre fils a toujours eu des problèmes de réveil nocturne que nous avons d'abord essayé de régler en le laissant pleurer 5, 10, 15, puis en le permettant de nous appeler en installant un matelas dans sa chambre. Aujourd'hui, il nous appelle toujours pour différents prétextes. Ça me gratte, j'arrive pas à m'endormir, j'ai mal ici ou là. Et souvent, nous répondons à ces sollicitations, parfois par compassion, parfois par peur de la grosse colère. Les couchers peuvent s'avérer aussi compliqués car il refuse de rester dans sa chambre, il ne veut pas être seul façon son endormissement, ne veut pas jouer seul ou lire seul dans sa chambre. D'une manière générale, il a du mal à s'occuper seul, problème d'alimentation très sélectif. J'ai de plus en plus l'impression qu'il fait la pluie et le beau temps de l'ambiance de la maison. Il peut s'en prendre à son frère de façon inexplicable, d'un seul coup, comme s'il avait besoin de le pousser à bout. C'est souvent à ces occasions que de violentes colères éclatent. Nous aussi, nous perdons souvent notre sang-froid. Je me dis qu'il manifeste peut-être un mal-être que je ne parviens pas à identifier parce que je ne sais pas l'écouter de façon active, parce que clairement je n'ai pas la même relation qu'avec lui qu'avec son frère, je n'accueille pas leurs émotions de façon équitable, je me dis souvent que je l'aime moins et qu'il le ressent. Comment l'aider à surmonter tout cela alors que mon empathie à son égard est souvent soit feinte, soit très limitée, et alors que son père veut mettre en place des punitions puisque la méthode bienveillante ne fonctionne pas. Alors, c'est une question assez douloureuse et une vaste question. Donc je ne sais pas si je vais arriver à y répondre en 10-15 minutes. Il y a beaucoup d'implications derrière cette question. La première chose qui est excessivement importante, c'est que derrière cette question, j'entends chez la personne qui me l'a posée de la culpabilité. Si mon enfant se comporte mal, il fait des colères, il est sélectif, peut-être il a des angoisses, etc., c'est que moi, je fais quelque chose de travers. Alors là, je dis, stop, on arrête tout. Le comportement d'un enfant n'est pas
contrairement à ce qu'on voudrait parfois vous faire croire, n'est pas à 100% déterminé par la façon dont vous l'éduquez. D'accord? C'est pas parce que vous faites quelque chose de travers que votre enfant a forcément des problèmes. Pour paraphraser un de mes collègues avec qui je travaille régulièrement, qui s'appelle Florian Safer, il ne parle pas de l'éducation des enfants quand il dit ça, il parle de l'obésité, mais c'est à peu près la même chose. Le comportement d'un enfant, on pourrait dire qu'il est à la fois 100% génétique, donc il y a une part qui est innée, qui est complètement intrinsèque à l'enfant. Certains, dès la naissance, vont être plus sensibles à ceci, plus sensibles à cela, vont avoir peut-être des troubles du comportement, des troubles du développement, etc., autisme, troubles de l'attention, etc. Ça existe. Donc il y a une part, le comportement de l'enfant donc, peut être 100% déterminé génétiquement. Mais ça n'est pas tout. Il peut être aussi 100% déterminé par l'éducation que vous lui donnez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100% de génétique qui fait que vous avez un enfant hyper anxieux ou qui a des troubles du développement, et l'éducation que vous lui donnez va peut-être contrebalancer ça ou pas. Mais ce n'est pas parce que l'éducation que vous lui donnez est mauvaise que ça ne suffit pas, d'accord ? Et enfin, il y a un troisième paramètre, le comportement d'un enfant, il est aussi 100% environnemental, contextuel, la vie qu'il vit. Un enfant qui est de façon génétique, innée, extrêmement anxieux, extrêmement sensible à la peur, qui a une éducation qui vient contrebalancer en partie ça, et qui a une histoire de vie tranquille, où il n'y a pas d'événements très stressants, etc., surmontera peut-être mieux que quelqu'un qui a des événements très stressants ou autre chose, ok ? Donc, le comportement de votre enfant, il n'est pas déterminé entièrement par la façon dont vous accueillez les choses. Donc déjà, ça permet de déculpabiliser un peu, d'abord de se dire, ce n'est pas peut-être, c'est ce qu'a l'air de dire la personne qui m'a posé cette question, si mon enfant se comporte aussi mal, fait des grosses colères, ne va pas bien, c'est parce que moi, je ne fais pas ce qu'il faut. Donc ça n'est pas complètement vrai, et c'est là où parfois on a besoin d'un regard extérieur pour nous aider peut-être à déminer les choses qu'on peut faire différemment, peut-être avoir des attitudes qui vont effectivement être plus aidantes pour l'enfant. Mais ce n'est pas parce que vous faites mal que votre enfant se comporte comme ceci. Par contre, si ça perdure dans le temps, comme c'est le cas ici, peut-être qu'effectivement il y a des choses que vous faites qui peuvent être modifiées, qui ne sont pas la cause, mais qui ne permettent pas à la situation de se réguler. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous avez bien compris, 100% génétique, 100% éducationnel, 100% environnemental. Ça fait 300%, d'accord ? C'est pour vraiment traduire ce côté multifactoriel et pour se sortir de l'idée que forcément, si les enfants se comportent mal, c'est parce que les parents les éduquent mal. Ça n'a rien à voir. En grande partie, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'entends bien dans le message qui est ici, encore une fois, à la base, il y a la culpabilité. Et le fait, ce qui est très fort, c'est je me dis souvent que je l'aime moins et qu'il le ressent. Et du coup, cette culpabilité et aussi la honte qui va avec, parce que en tant que parent, constater en tout cas, croire qu'on aime moins son enfant, c'est quand même extrêmement douloureux et ça suscite beaucoup de honte parce que, et vous l'aurez vu sur les réseaux sociaux, dès que vous dites que vous ne vous occupez pas comme il faudrait de votre enfant qui a un problème, etc., vous êtes vite catalogué mauvais parent, donc avec un risque d'exclusion qui est quelque chose de très fort pour nous, les humains. Donc il y a cette culpabilité, je fais du mal à mon enfant, il y a cette honte de je ne suis pas un bon parent. Il faut que je vous explique quelque chose de très important. Par rapport à nos émotions, ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'aimer moins votre enfant que vous l'aimez vraiment moins. Ok ? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est relatif à notre processus émotionnel et à des mécanismes de défense que nous avons à l'intérieur de nous. Cet enfant, visiblement, il met régulièrement ses parents dans des situations d'échec. Des situations où ils se retrouvent démunis, ils ne savent pas comment gérer, ils ont beau essayer des choses, ça ne fonctionne pas. Et donc ça active au fond de notre cœur et de notre cerveau de parents des processus émotionnels. Il faut que je fasse quelque chose pour aider mon enfant, il faut que je trouve une solution. Donc, ils sont destinés à nous aider à trouver des solutions, à aider notre enfant et à retrouver une relation sereine avec notre enfant, nourrissante pour les deux et où on va sentir qu'on apporte quelque chose de positif à notre enfant.
Ce qui se passe ici, c'est que toutes les tentatives qui ont été faites par les parents n'ont pas abouti, n'ont pas donné de résultats positifs. Donc, l'émotion, au fond, elle n'est pas... Notre cerveau n'est pas rassuré. D'accord? Notre cerveau dit, il y a toujours un problème, il y a toujours un problème, il y a toujours un problème. Ok? Et on continue à chercher des solutions. Et quelque part, au bout d'un moment, en fait, notre cerveau, il va déployer toutes ces stratégies possibles pour essayer de résoudre ce problème. Et une des stratégies, c'est le radar à problème. Donc c'est quelque chose d'automatique, de spontané. Qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant vous met régulièrement en difficulté, votre radar à problème s'active et s'oriente vers cet enfant. Donc vos sens sont de manière inconsciente, vous ne le faites pas exprès, sont plus orientés vers cet enfant et plus orientés vers les situations problématiques liées à cet enfant. Donc vous avez, et c'est très subjectif en réalité, le sentiment que cet enfant vous met tout le temps en difficulté, et comme il vous met en difficulté, l'autre constat que vous faites inévitablement, c'est je suis incompétent. Et après, il y a un lien qui se fait, c'est parce que je suis incompétent que mon enfant a des comportements difficiles. Donc ça n'est pas vrai. Et alors le radar à problème va fausser votre regard, va vous mettre de plus en plus en stress face au comportement de l'enfant, va vous amener à vous questionner de plus en plus, et peut évidemment créer de gros problèmes dans votre relation à l'enfant et même vous faire perdre de vue des solutions qui pourraient fonctionner. Je ne suis pas sûre d'être très claire, donc n'hésitez pas à faire des commentaires et à me dire s'il y a des choses que vous voudriez que je clarifie par rapport à ça. J'en profite pour regarder sur mon ordinateur pour voir s'il y a des questions, parce que je filme avec mon téléphone aujourd'hui, pour voir si vous avez des questions par rapport à cette vidéo en direct. Donc, ce que j'ai envie de dire à cette famille, aucune relation avec un enfant, et à toutes les familles, à tous les parents qui me regardent, s'il vous plaît, aucune relation avec un enfant ne doit vous faire souffrir sur le long terme. J'ai fait beaucoup d'accompagnement à l'allaitement maternel et je peux vous dire que l'éducation, c'est comme l'allaitement, ça ne devrait pas faire mal. Ça peut faire mal ponctuellement, sur une période limitée dans le temps qu'on trouve des ajustements, mais ça ne doit pas faire mal sur le long terme. Si ça fait mal pendant longtemps, et que ça occasionne des disputes dans le couple régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose à déminer. Donc là, en plus, si je peux me permettre, avec un regard professionnel, dans le descriptif du comportement de l'enfant qui est fait là, de mon point de vue, ça vaut le coup quand même d'aller faire un tour chez un spécialiste, ou en tout cas quelqu'un qui va vous aider justement à prendre du recul sur ses émotions. Alors je vois que Roselyne me dit des astuces. Alors Roselyne, pouvez-vous me préciser des astuces? Pourquoi? Pour désamorcer le radar à problème ou pour autre chose? Parce que désamorcer le radar à problème, c'est très compliqué. Désamorcer un processus émotionnel, c'est pas juste en se disant mais non, ça va bien se passer, en prenant sur soi. Ça, c'est l'erreur fondamentale qu'on fait tous et toutes, y compris quand on veut pas se mettre en colère. On se dit ah non, allez, cette fois-ci, je m'énerve pas. Ça ne fonctionne pas parce que à un moment donné, si votre cerveau qui vous a envoyé une émotion pour vous dire il y a un problème à résoudre ne se sent pas écouté, c'est lui qui prend le contrôle. C'est pas que vous perdez le contrôle, c'est que c'est votre cerveau qui prend le contrôle et qui dit bon attends, t'as pas compris, je reprends la main et voilà ce qu'il faut faire. Donc sa réponse est souvent très basique, très carrée, très primaire, hein, mais ça n'est pas forcément la réponse adaptée. Mais si vous n'écoutez pas le message que vous envoie votre émotion, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le cerveau, la partie inconsciente derrière, va dire non mais cette personne ne m'écoute pas, d'accord? Et donc va péter un câble. Ok, je pense que c'est un peu ce qui se passe dans cette situation, dans l'empathie feinte. Si votre empathie vis-à-vis de votre enfant est feinte, ce n'est pas que vous êtes un mauvais parent, c'est que vous avez probablement besoin de poser un certain nombre de choses pour retrouver du souffle et pour vous reconnecter avec le parent que vous avez envie d'être. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, ça m'intéresse. Donc il est déjà 9h45, c'est fou comme le temps passe vite. Ça m'intéresse, je vais prendre quelques minutes en attendant un petit peu, voilà, de voir vos réactions et vos questions complémentaires par rapport à ce sujet. J'en profite en attendant ces questions. Merci Roselyne de me dire c'est exactement ça.
Euh, oui, nos enfants nous mettent à bout. Donc ça veut dire que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe au niveau du processus émotionnel et quels sont les problèmes, les émotions qu'on oublie, qu'on met de côté, les messages qu'on n'a pas entendus. Alors, je vous dévoile un petit truc, mais alors j'ose pas trop le dévoiler parce que j'ai un peu peur de ne pas arriver au bout de ce projet. J'ai plusieurs projets. Vous savez qu'il y a mon livre hein, qui va paraître début 2019, dans lequel je parle de ce processus émotionnel du point de vue des parents, comment ça fonctionne, comment on peut déminer les pièges, etc. Donc ça, c'est la première chose qui va être quelque chose de très complet. Et j'espère, courant octobre, pouvoir lancer des petits programmes de formation sur les émotions, justement, pour que vous compreniez. Alors, je vois Sandrine qui me dit, comment faire pour dire à son radar à problème, Ohé, calme-toi, je t'écoute, mais je laisse aussi parler la voix de la raison. Alors, ça, c'est une excellente question. Il y a plusieurs étapes pour le faire. La première étape, Sandrine, c'est au moment de la crise, quand vous avez encore les ressources. Donc, c'est important de connaître bien son processus émotionnel, de détecter les signes pour réagir suffisamment tôt. Si vous attendez trop, le contrôle est pris par ailleurs et c'est foutu. Donc, à bien connaître ses émotions, comment elles se manifestent, quelles crispations, quelles pensées les manifestent. Là aussi, je vous réexpliquerai un peu tout ça en détail dans les programmes dont je vous ai parlé. Pardon, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc, bien connaître ça pour réagir suffisamment tôt. Et réagir suffisamment tôt, désamorcer le radar à problème en situation de crise, par exemple, c'est essayer d'avoir des comportements pour lui dire, attends, ceci n'est pas une situation d'urgence. J'entends qu'il y a un problème, mais ce n'est pas une situation d'urgence. Donc très souvent, se concentrer sur des choses très concrètes, très factuelles, très précises, permet de désamorcer le radar à problème en situation d'urgence. C'est-à-dire, vu que notre radar à problème va nous orienter vers notre enfant, catastrophe, se dire attends, quelle heure il est là? Il est 9h45 et 15 secondes. Combien y a-t-il d'objets bleus dans la pièce? Ah, quelle est la couleur du t-shirt que porte mon enfant aujourd'hui quand il me fait péter un plomb? C'est une façon de désamorcer son radar à problème. Et puis après, il y a autre. Oui, Sandrine, évidemment, on a tous plus ou moins du mal avec nos processus émotionnels, je vous rassure là-dessus. Donc ça, c'est en situation d'urgence. L'autre façon de désamorcer son radar à problème, c'est aussi de bien identifier à quel moment il se met en route. Alors là, ça serait peut-être un peu long de l'expliquer dans le cadre du... et sur quoi il se porte. Donc ça, c'est déjà une première étape. Prenez le temps de réaliser. Je vous donne un exemple. Dans une situation où des parents avaient un enfant qui faisait des crises à répétition sans arrêt régulièrement, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Notre radar à problème est focalisé sur oh là là, pourvu qu'il ne fasse pas une crise, pourvu qu'il ne fasse pas une crise. Dans la question d'aujourd'hui, c'est ce que décrivait la personne en disant le soir, des fois, on répond à ses attentes par peur de la grosse colère et de se dire non, je ne veux pas. Donc le radar, il est dans l'anticipation de pourvu que ça ne se passe pas, pourvu que ça ne se passe pas, et on va mettre en place des choses pourvu que ça ne se passe pas. Et une façon de piéger son radar à problème, c'est de se dire pourvu que ça se passe. Finalement, c'est une chouette opportunité d'apprendre des choses sur mon propre processus émotionnel. C'est une chouette opportunité d'apprendre des choses sur le processus émotionnel de mon enfant. Et donc, souvent, le fait de se mettre dans une posture d'observation. Oui, ça va me poser problème, mais j'ai besoin de comprendre comment ça passe. Cette posture un peu de chercheur, d'analyste, va nous aider à désamorcer en partie le radar à problème. Mais c'est tout un travail que de désamorcer le radar à problème. Donc, ça va être trop long d'expliquer ça ici, mais j'espère que ça a au moins en partie répondu à vos questions. Je vous remettrai dans les liens de la vidéo tous les ressources complémentaires que vous pouvez trouver sur le blog à ce sujet, au sujet des émotions notamment et d'une manière générale. N'hésitez pas évidemment à aller sur le blog, il y a des tas de ressources complémentaires, blog.scomc.fr, il y a la carte de fidélité, je me souviens plus si j'ai fait un article sur le radar à problème plus spécifiquement, donc peut-être que c'est un oubli à réparer. Si ces ressources vous plaisent, vous pouvez bien sûr contribuer sur Tipeee en me donnant un petit tip. À partir de 1 €, je me paye un café avec et ça me fait très plaisir. Je vous remercie de toutes vos questions, celles que vous m'envoyez. Donc n'oubliez pas pour la semaine prochaine de m'envoyer des questions, peut-être suscitées par ce SOS comme c'est ou par d'autres choses de votre vie quotidienne. Elles peuvent porter ces questions aussi bien sur vos émotions, vos relations avec vos enfants, le couple, le travail, bref, tout ce qui touche aux émotions et aux relations.
Vous m'envoyez ça par mail ou par message sur la page Facebook, ça sera plus simple que d'aller sur le blog. Et puis, la semaine prochaine, je pioche et je réponds. Merci à tous et à toutes, en tout cas, de vos commentaires. Et oui, cette vidéo sera bien disponible en replay. Il n'y a aucun problème, comme toutes les semaines. Elle sera disponible en replay sur la page Facebook, dans les vidéos de la page, et sur YouTube. Donc là aussi, hop, allez vite sur la chaîne YouTube, il y a plein de choses à regarder et vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous et à toutes et puis je vous dis à la semaine prochaine.